Depuis sa création en 1872 par Émile Boutmy, qu'est devenue l'École libre de sciences politiques? Forme-t-elle encore nos élites? On en parle avec nos invités. Pauline Bensoussan, vous êtes directrice des admissions de Sciences Po. Bonjour. Marion Delègue, vous êtes avocate, ancienne élève et enseignante à Sciences Po. Guillaume Piquant, vous êtes conseiller en recrutement chez Page Group. Bonjour. Et Jeanne Patureau, journaliste au Figaro étudiant. L'objectif de Sciences Po a-t-il toujours été de créer des élites ? Oui, c'est bien l'objectif qui était affiché par son créateur en 1872, vous l'avez dit Sophie, par Émile Boutmy. Au lendemain de la guerre de 1870, donc la France vient de perdre contre l'Allemagne, et l'objectif de l'école, alors appelée École libre de sciences politiques, c'est de créer, je cite, l'élite qui, de proche en proche, donnera le ton à toute la nation. Donc c'est un objectif assez ambitieux. Petit à petit, l'établissement s'impose, surtout comme le tremplin privilégié pour réussir les grands concours de l'administration, donc notamment l'ENA. Donc ce n'est pas une surprise si la plupart des présidents et même des premiers ministres de la Ve République sont passés par Sciences Po puis par l'ENA. Et puis pour préserver son excellence académique, Sciences Po a donc rapidement instauré un concours d'entrée très difficile, mais également un concours de sortie qui depuis a disparu, et un concours de sortie qui a fait notamment défaut à Nicolas Sarkozy, puisque lui donc, a été admis à Sciences Po Paris, mais il n'a pas obtenu son concours de sortie, donc il n'a pas été diplômé de Sciences Po Paris, parce qu'il l'a dit lui-même, il passait plus de temps à s'impliquer auprès des élus qu'en amphi. On entend parfois dire que le niveau a pu baisser. Alors pourquoi ? Alors le principal argument à ce sujet, c'est la suppression du concours en 2021. Donc jusqu'alors, depuis les années 50, le concours d'entrée à Sciences Po Paris, c'était un concours qui était très très redouté des candidats. Il y avait un gros programme qui dépassait largement le programme qu'on enseigne notamment en terminale. Il fallait être au point en histoire, sur un large programme, en langue, et puis dans une option de son choix. Donc c'était parfois la littérature, de l'économie, ou même des mathématiques. Donc ça demandait une énorme charge de travail, une préparation parfois sur plusieurs années. Il y avait des élèves qui préparaient ce concours depuis la seconde, mais ça permettait un écrémage assez important et plutôt juste, puisque tout le monde passait les mêmes épreuves, et une sélection des meilleurs lycéens. Donc depuis la suppression de ce concours, eh bien, les étudiants doivent proposer un dossier qui est personnel, où ils font figurer leurs notes. Alors c'est les notes de la seconde, les notes de spécialité du bac, puis leur motivation, ils répondent à un essai. Donc c'est assez personnalisé, mais c'est aussi ce qui est très critiqué, puisque certains estiment que le niveau a pu baisser et qu'on ne recrute plus vraiment les meilleurs des meilleurs. Peut-on vérifier une éventuelle baisse de niveau ? Alors pour se défendre, Sciences Po indique souvent que les profils recrutés restent d'excellents élèves, et c'est assez vrai, ça s'observe dans les chiffres. En 2023, 95% des admis avaient obtenu la mention très bien au bac, donc 16 ou plus sur 20 de moyenne au bac, ce qui est assez honorable, et 45%, donc près de la moitié, ont obtenu plus de 18 de moyenne, donc ont eu les félicitations du jury. Ça, c'est des chiffres qui sont largement au-dessus des moyennes nationales. En France, la même année, 14% des candidats au bac ont obtenu leur diplôme avec la mention très bien. Donc on voit bien que Sciences Po recrute malgré tout les meilleurs. Et puis ça s'observe aussi dans l'orientation des élèves. Sciences Po reste vraiment la formation la plus favorable pour préparer les grands concours de l'administration. En 2023, 80% des admis à l'INSP, qui est le nouvel ENA, venaient de Sciences Po Paris, tout comme 34 des 40 nouveaux commissaires, qui est aussi un concours administratif très compliqué, et puis comme un tiers des élèves qui ont réussi l'ENM, l'École nationale de la magistrature. Donc forcément, on voit bien que les élèves sont d'excellente qualité et sont très bien formés. Et puis de toute façon, les méfaits ou les bienfaits de la réforme, on ne peut pas encore les observer, puisque les élèves qui sont arrivés avec la nouvelle formule, sans le concours écrit, eux n'ont pas encore été diplômés. Mais je précise cependant que Sciences Po a indiqué un retour du concours écrit dès 2025. Ah, on en parlera. Pauline Bensoussan, d'abord, pourquoi le concours a-t-il été supprimé ? Merci beaucoup. Alors, pour plusieurs raisons. Première précision, ce concours écrit n'était pas pour tous les candidats, puisque nous avions les étudiants internationaux qui n'avaient pas de concours écrit. Nous avions l'ensemble des étudiants qui nous viennent des conventions d'éducation prioritaire qui n'avaient pas d'écrit. Et pour les lycéens qui étaient en France, une partie était dispensée de l'écrit dans la mesure où on considérait à la lecture de leur dossier scolaire que le niveau scolaire était déjà très très performant, et donc on les dispensait. Par ailleurs, les épreuves écrites, comme vous l'avez dit, étaient calées sur le baccalauréat.
Donc ça, c'est un point important. Et donc du coup, on s'est aperçu que ce que nous avions à notre disposition, notamment sur les notes des bulletins scolaires, était assez similaire avec les notes à l'examen, puisque c'était calé sur ce même programme scolaire. Par ailleurs, la réforme du baccalauréat nous a également amené à réfléchir sur la nature de nos épreuves, puisqu'avant c'était assez simple. Il y avait les littéraires, les scientifiques et ceux qui étaient en sciences économiques et sociales. Et nos épreuves étaient calées sur ces 3 filières, comme vous l'avez précisé, sur les options. Avec un niveau quand même supérieur. Hein, avec un niveau... pas tout à fait le niveau du bac, voilà. tout de même. Mais en tout cas, c'était des épreuves qu'ils passaient donc l'année de terminale au mois de février. Aujourd'hui, le choix de spécialité qui est offert aux lycéens d'aujourd'hui ne nous permettent plus, en tout cas nous a amené à réfléchir sur le fait quelle était la nature de l'épreuve que nous allions proposer pour ces candidats. Par ailleurs, l'entrée de Sciences Po dans le Parcoursup en 2021 nous a aussi contraints en termes de calendrier, puisque je vous ai rappelé que les concours écrits avaient lieu au mois de février. Là, nous sommes début avril et nous n'avons pas encore les dossiers des candidats. Nous allons les avoir en début de semaine prochaine. Et nous devons rendre les réponses aux candidats d'ici la fin mai. Donc ça nous laisse 2 mois uniquement de lecture des dossiers et pour certains d'avoir l'opportunité de nous rencontrer à l'oral. Donc pour toutes ces raisons, nous avons considéré, on a regardé également ce qui se faisait à l'échelle nationale et internationale, et on a considéré qu'on gardait un écrit, mais un écrit qui est dans le dossier, qui porte à la fois sur des questions de motivation et une question au choix que l'on pose aux candidats sur un sujet de réflexion. Oui, mais je veux dire par là que c'est quelque chose qu'on fait chez soi. Donc on peut se faire aider par un professeur qu'on paye, ses parents. C'est pas comme un concours, quoi. Alors, on n'est pas tout seul devant sa copie. On a toute la famille autour de soi pour nous aider. On est conscient, voilà. Je parle d'expérience, voilà, pour avoir aidé. On est conscient, effectivement, que la question de la préparation de ces écrits est d'une autre nature que le concours écrit sur table. Néanmoins, on a pris le pari de faire confiance au système secondaire, avec quand même 3 années de lycée qui nous donnent beaucoup d'informations sur le candidat, sur l'exigence des notes dans l'ensemble des lycées, que ce soit en France ou à l'international. Et donc, on a fait ce pari qui, aujourd'hui, dans les chiffres que vous avez rappelés, notamment sur les mentions au bac, qui est un des critères qu'on pourrait considérer comme important, mais il faut aller au-delà, sans doute, dans ce qu'on regarde, nous confirme qu'il n'y a pas eu de baisse de niveau. Par ailleurs, on a plus de candidats avec cette entrée sur Parcoursup et sans doute avec aussi le fait qu'on ait supprimé cet écrit qui avait une forme d'autocensure. Marion, justement, Marion Delègue, vous êtes enseignante. Est-ce que vous trouvez que le niveau a baissé ? Je dirais plutôt que Sciences Po a changé et que les populations ont changé, enfin les étudiants ont changé. Donc moi j'ai fait Sciences Po il y a une trentaine d'années et effectivement j'enseigne en droit administratif à Sciences Po. C'est plus du tout les mêmes élèves, ils sont beaucoup plus ouverts sur l'extérieur, beaucoup plus engagés que nous on était, beaucoup moins franco-français en fait et propulsés sur des projets de carrière très français, ce qui était avant. Là ils sont beaucoup plus ouverts. Je ne les trouve pas moins bons, je les trouve différents, plus engagés, plus ouverts, comme je l'ai déjà dit. Ils parlent beaucoup les langues étrangères, ils sont pour la plupart, ils projettent de partir faire une partie de leurs études à l'étranger, ce qui était moins le cas pour nous. Et puis, face à l'examen, ils sont les mêmes. Ils ont la même anxiété par rapport à la notation, par rapport à l'exigence, par rapport à ce qu'il faut apprendre, ce qu'il ne faut pas apprendre. Moi, je n'ai pas senti de baisse de niveau, mais de Est-ce qu'on pédagogie différente. Il y a forcément des élèves beaucoup plus hétérogènes, parce qu'avant, il y avait un concours, tout le monde était finalement passé par le même moule. Et là, aujourd'hui, on est recruté en regardant des essais. Alors, il y a des notes de terminale et de première, mais évidemment, selon les établissements, la notation est évidemment différente. Est-ce qu'on vous donne des instructions pour être plus bienveillant qu'avant ?
Moi, j'ai reçu aucune instruction. On m'a expliqué le système de notation, notamment, évidemment, l'effet d'avoir moins de 10. Qu'est-ce que ça peut faire pour l'étudiant pour ses examens de fin d'année. Mais je suis très libre dans ma façon de les faire travailler, de les noter. Après, que l'administration derrière fasse peut-être un travail de rééquilibrage, c'est possible, mais en tout cas, je ne suis pas informée. Et donc, voilà. Donc, je n'ai pas eu de consigne d'être plus bienveillant. Pas du tout. Guillaume Piquant, donc vous êtes recruteur. Est-ce que les étudiants, les diplômés de Sciences Po ont toujours la cote ? Sciences Po est toujours une très grande formation. Donc aujourd'hui, sur le marché, ils sont évidemment regardés avec beaucoup d'attention. Donc la réponse est oui. Sciences Po Paris, aujourd'hui, évidemment, bénéficie un grand niveau d'exigence. Ce qui est intéressant, c'est de regarder ce que recherchent les entreprises aujourd'hui, le secteur public en général. De plus en plus, quand on regarde le secteur privé, on recherche de la diversité, on recherche une dimension internationale, on recherche de l'agilité. Et je crois que ce qui est important dans les formations, quelles qu'elles soient d'ailleurs, que ce soit Sciences Po ou une autre formation, c'est de regarder ce qu'on a comme formation, la capacité d'apprentissage. Et aujourd'hui, alors il n'y a pas que moi qui le dis, j'ai également posé la question à quelques DRH de grands groupes. Avant de venir. C'est important de se préparer et c'est important de regarder. Et le niveau est le même. Les gens sont différents, les étudiants sont différents, mais le niveau d'impact et la vision, c'est-à-dire des futurs directeurs généraux, etc., reste toujours d'actualité. Donc là, toutes les polémiques qu'il y a eu récemment n'ont pas impacté finalement l'image des employeurs ? À ma connaissance, non. Et encore une fois, je crois que ce qui est important... Après, c'est une sacrée publicité aussi pour l'école. Tout le monde connaît Sciences Po. Exactement. Il faut se poser la question aujourd'hui de ce que cherchent les entreprises. Les entreprises recherchent des gens qui, encore une fois, savent analyser rapidement une situation qui est devenue très complexe. Et la notion de non-diversité est probablement un énorme danger. Je ne parle pas que des formations, mais des entreprises. Ouais. Donc, en cela, je crois que Sciences Po fait également un effort et a été précurseur, si je crois me rappeler. Alors, tout le monde ne peut pas rentrer à Sciences Po, Jeanne, et pour les déçus du concours, il y en a beaucoup, qu'est-ce que vous peut proposer ? Alors, le premier réflexe, ça va sûrement être de se tourner vers les IEP de province, qui sont tout aussi connus que Sciences Po, donc qui sont dispatchés dans plusieurs villes de France. D'abord parce que la scolarité dans un IEP de province, c'est à peu près la même que celle qu'ont enseignée à Sciences Po, notamment du côté des matières qui sont enseignées. Alors, c'est des matières très générales, comme lors des 3 premières années à Sciences Po, de l'histoire, de la géopolitique, du droit public, de la géopolitique, donc la philosophie, de l'anthropologie, bref, tout un panel de matières très variées et très complètes à Sciences Po Paris, comme dans les IEP de province, et aussi parce que le cycle d'études est calqué sur le même modèle, donc notamment la 3e année, la fameuse 3A, qu'on peut passer à l'étranger à Sciences Po Paris comme dans un autre IEP, et aussi la 5e année qu'on peut effectuer à l'étranger ou en stage, le tout en pouvant glisser une année de césure aussi facilement dans un IEP de province qu'à Sciences Po Paris. Donc globalement, ce sont à peu près les mêmes études qu'on effectue. Alors ça peut être un choix de secours, mais ce n'est pas non plus le choix le plus facile, puisqu'il y a aussi un concours. Chaque année, 1100 places sont ouvertes. Eux, ils ont gardé le concours, alors ? Eux, ils ont gardé un concours donc sans oral. Les Sciences Po d'Aix-en-Provence, de Lyon, etc., ont toujours un concours écrit sans oral, avec un programme qui ressemble à peu près aussi à ce qu'on passe lorsqu'on est élève en terminale pour le bac. Mais donc, c'est une voie de secours qui reste un concours. Quels sont Alors, juste avant de poser la deuxième question, il n'y a rien à voir entre les Sciences Po de province et vous, finalement ? Alors, on n'a pas effectivement, à part le nom. À part le nom, parce que le projet ne sont pas des succursales de Sciences Po Paris. Nous avons, au niveau de Sciences Po Paris, des campus en région. Voilà, faut pas... donc, on a 6 campus en région. Menton, voilà, Le Havre, Reims. Dijon, Nancy et Reims. Voilà, mais c'est des entités différentes. Et Poitiers. Quelles sont les autres alternatives, Jeanne ? Alors, les IEP, comme Sciences Po Paris, correspondent à des profils qui sont plutôt généralistes, donc des élèves qui sont assez brillants, intéressés par tout. Ces élèves-là, ils peuvent aussi se tourner vers des prépas, donc ça peut être une prépa littéraire, une prépa éco, on va retrouver un bagage très très fort de culture générale et également une vraie méthode de travail qui pourra leur servir pour toute leur vie et même leur vie professionnelle. Donc ça peut être aussi une première alternative. Ensuite, il y a peut-être des élèves qui ont déjà une idée assez précise de ce qui les intéresse, qui voulaient rentrer à Sciences Po Paris, mais en étant très intéressés par le droit public, par exemple. Là, ils peuvent se tourner notamment vers des doubles licences. Donc ça, ce sont des formations de grande qualité à l'université. Elles sont assez sélectives, mais il y en a de très intéressantes. Donc à Paris, notamment, il y a la double licence de droit et de sciences politiques à la Sorbonne ou la double licence de droit et économie à Assas. Très bonne formation, également des licences, des très bonnes licences qui permettent ensuite de rebondir
et d'accéder à ce qui nous plaît. Et puis il y a des formations qui sont plus récentes, un peu plus nouvelles, peut-être un peu plus surprenantes pour les familles qui n'y connaissent pas grand-chose. Mais il y a le nouveau bachelor, notamment, dont on a beaucoup parlé avec le Figaro étudiant. Il ouvrira ses portes dès septembre 2024. C'est un bachelor entre la Cato de Paris, Stanislas et Saint-Jean-de-Passy, qui sont d'excellents lycées et prépa à Paris, avec une formule un petit peu surprenante, avec à la fois des cours en format licence, donc dans des amphis à la Cato de Paris, et puis des cours dispensés par des profs de prépa à Stan et à Saint-Jean-de-Passy. Et ça, c'est une formation donc toute nouvelle qui se veut être une forme d'alternative à Sciences Po. Il existe aussi des possibilités à l'étranger, les vrais concurrents de Sciences Po sont des écoles étrangères. Oui, parce que ce qui attire beaucoup les candidats à Sciences Po, c'est aussi la possibilité de partir à l'étranger plusieurs fois, 1 fois, 2 fois, même parfois 3 fois, d'y faire des stages. Donc ça peut être aussi une petite frustration de se tourner par dépit vers des formations vraiment franco-françaises. Et donc c'est vrai que se tourner vers des formations dès qu'on a obtenu le bac à l'étranger, ça peut aussi être une belle solution. Il y a beaucoup d'équivalents à l'étranger, donc notamment McGill à Montréal, donc au Canada, la London School of Economics au Royaume-Uni, Trinity College à Dublin en Irlande, et puis d'autres universités plus proches, la Bocconi en Italie, ou encore les University College aux Pays-Bas. Tout ça, ce sont d'excellentes formations qui permettent aussi ensuite de se raccrocher à Sciences Po Paris, notamment en master, parce que ce sont des diplômes qui sont assez valorisés. Il faut juste faire attention aux procédures d'admission, donc avec des agendas qui sont un petit peu différents de ceux en France, donc il faut être assez vigilant à ça. Parfois, c'est des candidatures qui sont un petit peu anticipées, notamment UCAS, qui est un peu le Parcoursup anglais, qui est un dispositif assez intéressant, puisqu'il a un agenda comme Parcoursup à bien respecter, mais il a aussi une forme de voiture-balai qui permet de rattraper un peu les retardataires un peu au dernier moment, donc au début de l'automne. Marion Delègue, qu'est-ce que vous conseilleriez, vous, à un élève qui aurait été recalé à l'entrée de Sciences Po après la terminale ? Ça dépend effectivement de ce qu'il souhaite faire, mais le monde est à lui. Donc, l'étranger est une bonne solution parce qu'effectivement, à Sciences Po, on peut aussi y revenir plus tard. Donc, après la 3e année, il y a beaucoup d'écoles à Sciences Po avec des masters de différentes sortes, dans le droit, mais aussi dans la communication, la finance, etc. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc, on fait 3 ans à McGill, par exemple, au Canada, et hop, on retourne à Sciences Po. Et là, cette fois-ci, on postule au niveau master. C'est ça, mais on n'est même pas obligé d'avoir fait McGill. On peut avoir fait une faculté de médecine ou de chimie et arriver à Sciences Po, c'est aussi possible. Moi, j'ai eu des étudiants aussi dans les masters qui venaient d'horizons beaucoup plus divers qu'attendus. Et donc, voilà, il y a beaucoup de choses. C'est vrai qu'il y a des universités, on parlait de la Bocconi, dont j'ai rencontré le directeur, où il y a une majorité de Français aujourd'hui dans certaines sections. Et même en Angleterre. Oui, tout ça pour rentrer à Sciences Po au niveau master. Ou autre chose, mais on a des bons profils aussi pour les autres pays. Il y a beaucoup d'échanges et en fait, c'est aussi ce qu'on constate dans ces étudiants. C'est l'Europe en mouvement, l'universalité en mouvement et le développement de leur capacité de synthèse, en effet. Guillaume Piquant, vous voyez de plus en plus dans moi je dis toujours Michael Page, chez Page Group, oui. Des profils comme ça, mixant une université anglaise, canadienne, plus Sciences Po, enfin des parcours assez variés. Bien sûr. Est-ce que c'est positif pour un recruteur ? C'est très positif. En réalité, un parcours trop linéaire, trop français, dans certains groupes, encore une fois, va probablement être plus un questionnement. Et donc, le fait d'aller s'ouvrir le plus jeune possible, d'ailleurs, à l'étranger, se confronter à d'autres cultures, au Canada, en Italie, etc., c'est le sujet aujourd'hui. Quand on veut rencontrer... encore une fois, ça dépend ce qu'on souhaite, mais si on veut être dans des directions générales de très grands groupes aujourd'hui, le sujet, c'est pas la France. La plupart du chiffre d'affaires de ces grands groupes, qui sont vos partenaires aujourd'hui, mais pas que, est en dehors de France. Donc la vraie question, c'est comment je fais pour parler mieux anglais et probablement une 3e langue. Pourquoi ? Parce qu'ensuite, quand vous êtes dans des meetings, c'est ce qu'on fait tous les jours, on est face à des Anglais toute la journée. Quand vous avez un QI de 120 en anglais et que vous avez un niveau d'anglais à 60, je peux vous dire que le niveau change drastiquement. Donc l'enjeu, c'est d'être très à l'aise pour être capable de passer vos messages et donc évidemment le plus tôt possible. Donc c'est une bonne idée. J'ai vu une enquête dans The Economist où les Anglais reprochent aux universités britanniques de recruter des étrangers dotés d'un niveau inférieur à celui exigé pour les Anglais. Comment se déroule la sélection des étudiants étrangers à Sciences Po ? Alors, déjà, on a un niveau d'exigence très très fort.
Donc c'est pas plus facile lorsqu'on est un étudiant étranger. Non, c'est pas plus facile, et encore moins aujourd'hui, en tout cas depuis la réforme de 2021, puisque finalement on analyse sur les mêmes critères l'ensemble de nos candidats, qu'ils soient français ou internationaux. Donc ça c'est le premier point. On a moins de candidats, on va dire, au niveau du bachelor, parce que c'est vrai que généralement dans le système classique, on est plutôt en mobilité après le bachelor. Donc on a plus de candidats au niveau master, au niveau des étudiants étrangers viennent plutôt au niveau master que juste après le bac. Alors finalement. on en a qui viennent après le baccalauréat. On est très sélectif. On a au niveau du collège universitaire 7 doubles diplômes internationaux, ce qui nous permet aussi de sélectionner ces candidats internationaux avec un double regard, avec le regard de Sciences Po et le regard de notre partenaire. Et parmi nos partenaires, on a des partenaires très exigeants, très prestigieux, et donc du coup, si on était par hasard tenté... Donc on peut postuler un double diplôme, par exemple, à Londres, et en fait c'est un double diplôme avec Sciences Po. Voilà, donc vous passerez les 2 premières années à Sciences Po, les 2 années de votre bachelor ensuite chez le partenaire. Donc on a des partenaires en Europe, on a des partenaires en Asie et en Amérique, avec des critères très exigeants. Ensuite, on peut également postuler sur la voie internationale, donc uniquement au bachelor de Sciences Po. Et là encore, nos critères d'exigence sont très importants. Et là, il faut être étranger ou avoir passé son bac à l'étranger? Alors, il faut être dans le système scolaire étranger. Donc, c'est par exemple, un candidat qui serait dans un lycée français à l'étranger passe par Parcoursup, comme sur l'ensemble des formations. En revanche, si la nationalité, on va dire, de son diplôme du secondaire est étrangère, alors il sera dans la voie internationale. Donc ce n'est pas la nationalité du candidat, mais la nationalité de son diplôme. Donc c'est pour ça que certaines familles envoient leurs enfants 1 an aux États-Unis pour ensuite les faire intégrer Sciences Po en se disant ça va être plus facile. Alors, je pense que ça serait sans doute un peu exagéré de dire que c'est la motivation de rentrer à Sciences Po qui fait qu'on envoie son enfant à l'étranger. Je pense que c'est d'abord parce qu'on a un projet familial, on a une ambition et une envie, aussi. Voilà, et on a un budget pour. Donc voilà, on ne déménage pas une famille pour rentrer à Sciences Po. Néanmoins, on sait que l'appétence, et vous en avez parlé, de la jeune génération vers l'ouverture vers l'international est très forte. Et au niveau master, on retrouve la même chose avec des prérequis, cette fois académiques, qui sont... Et comment vous pouvez savoir que telle université ou tel système scolaire est aussi bon que le nôtre? Enfin, je ne sais pas s'il est très bon le nôtre d'ailleurs, mais en tout cas, comment vous pouvez comparer des systèmes scolaires qui sont si différents finalement? Alors, on a des évaluateurs, un vivier d'évaluateurs qui sont très formés sur les zones géographiques dans lesquelles on a des candidats, et qui, du coup, ont une lecture du contexte d'études et du niveau d'études assez pointu. Assez pointu. Marion Delègue, vous avez des étudiants étrangers dans vos cours? Alors moi, je professe en droit administratif, donc j'ai plutôt des moins d'étudiants étrangers, en effet. Mais lorsque vous avez des étudiants très différents, je pense, on n'en a pas parlé, aux étudiants qui viennent de zones d'éducation prioritaire, de lycées avec lesquels Sciences Po a un partenariat. Comment ont-ils le même niveau que les autres lycéens et comment vous gérez l'hétérogénéité dans une classe? Alors, au niveau auquel j'interviens, je ne perçois pas cette différence. Non. La seule chose qu'on peut voir, sentir, c'est qu'effectivement, l'origine... il y a beaucoup plus de diversité qu'il y a 30 ans, où il y avait quand même une espèce d'entre-soi culturel et sociologique à l'époque. Et là, forcément, on a toutes les composantes de la société française. Donc, mais voilà, on ne fait pas de différence. On ne vous dit pas, cela, il faut un peu être plus cool parce que ils viennent de lycées d'éducation prioritaire. Non, Guillaume Piquant, comment les employeurs voient toutes ces réformes? D'abord, toutes les réformes de Richard Descoings avec justement ces lycées d'éducation prioritaire, la suppression des concours. Comment ils voient ça? Est-ce qu'ils voient quelque chose de positif ou un nivellement par le bas? Quand on a un mandat de recrutement, nos clients, généralement, ne nous demandent pas Sciences Po Paris, je vais déjà quand même le préciser. Ils nous demandent des écoles de groupe A, potentiellement. Et Sciences Po fait partie du groupe A? Oui, on peut le dire, bien sûr. Donc l'objectif, c'est plutôt de proposer à nos clients des formations d'exigence
Et aujourd'hui, Sciences Po fait indéniablement partie des très grandes écoles pour lesquelles, si on cherche des profils pour aller dans le conseil en organisation, par exemple, dans la finance, etc., qui peuvent être très intéressants. Est-ce que, pour répondre à votre question, le fait d'être plus divers change la vision? Non, je ne crois pas. En tout cas, à la fois dans les questions que j'ai pu poser à nos consultants qui travaillent au quotidien et par ailleurs à des DRH, la réalité aujourd'hui, encore une fois, et c'est important, c'est que la diversité portée, le mouvement font que l'école reste parmi les meilleures aujourd'hui. L'image ne s'est pas dégradée au fil du temps? Non. Non, c'est... Bon, merci beaucoup. Merci pour... on va rester sur une note positive pour Sciences Po. Petite pensée pour mon père qui a fait Sciences Po, mais alors il y a très très longtemps. Et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode, si on peut dire, de Paris d'école sur le Figaro TV Île-de-France. Merci à tous, merci et à très bientôt.